Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Nous en étions toujours à la première partie, chapitre 7. Et voilà, je poursuis cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Tchitchikov s'éveilla, s'étira et se sentit bien reposé. Il resta 2 bonnes minutes étendu sur le dos. Mais se rappelant soudain qu'il était à la tête de 400 âmes, il fit claquer ses doigts et prit un air radieux. Sautant à bas du lit, il ne songea pas à examiner au miroir son visage qu'il prisait fort. En particulier le menton, dont il aimait à vanter les charmes à ses amis, surtout en se rasant. « Voilà comme j'ai le menton rond », disait-il, d'ordinaire en se le caressant. Mais cette fois-ci, oubliant menton et visage, il enfila aussitôt une paire de ses bottes en maroquin bariolé, dont grâce à notre mollesse, la ville de Torjok fait un commerce considérable. Dans ce simple appareil à l'écossaise, il se départit de la gravité qui sied à son âge et à son caractère, et exécuta 2 entrechats fort réussis. Puis, sans plus tarder, il se mit à l'œuvre. Il s'installa devant son écritoire avec autant de plaisir qu'après une enquête, un juge intègre prend place à une table bien garnie et en tira les papiers qu'elle renfermait. Ne voulant pas laisser traîner les choses en longueur, il s'était résolu à rédiger lui-même les actes et à les recopier, afin de n'avoir rien à payer au commis greffier. Très au courant du formulaire, il écrivit d'une plume alerte, d'abord en grosse, l'an 1800 et, puis en minutes, nous, un tel, propriétaire, et la suite à l'avenant. En 2 heures, tout fut terminé. Quand il considéra ensuite tous ces petits feuillets, ces paysans qui avaient été naguère des êtres de chair et d'os, peinant, labourant, charriant, s'enivrant, trompant leur maître, ou de simples braves gens peut-être, un étrange sentiment que lui-même n'aurait su définir s'empara de lui. Chaque liste semblait avoir un caractère particulier, et le communiquer aux moujiks qui la constituaient. Ceux de Madame Korobotchka étaient presque tous affublés de sobriquets. La concision distinguait la note de Pliouchkine. Des initiales suivies de 2 points y figuraient le plus souvent les prénoms. Le relevé de Sobakevitch frappait par l'abondance des détails qui relataient toutes les qualités des moujiks. Tel nom était celui de la mention. Bon menuisier, tel autre de celle-ci. Intelligent et point ivrogne. Il n'avait garde d'omettre les noms et la conduite des pères et mères d'un chacun. Seul un certain Fédotov portait comme signalement, né de père inconnu et de la fille de chambre capitoline, mais honnête et de bonnes mœurs. Tous ces détails donnaient aux paperasses une fraîcheur spéciale. Ces braves gens ne semblaient défunts que de la veille. Tchitchikov s'attendrit et s'écria en soupirant. « Mes bons amis, vous voilà réunis en nombreuses compagnies. Quels étaient, mes bien chers, vos moyens d'existence? Comment joignez-vous les 2 bouts ?» Ses yeux s'arrêtèrent involontairement sur un nom, celui du fameux Piotr Saveliev, mais les pieds dans le plat. Ancien serf de Madame Korobotchka, cette fois encore, il ne put s'empêcher de dire « Quel nom à n'en plus finir! Il occupe toute une ligne. Qui étais-tu, mon brave, artisan ou simple manant? Sans doute es-tu mort au cabaret, à moins qu'un convoi de chariots ne t'ait écrasé tandis que tu dormais allongé au beau milieu du chemin. Bouchon Stéphane, charpentier de sobriété exemplaire. Ah, le voilà, Stéphane Bouchon, ce colosse qui eût fait merveille dans la garde. Bien sûr, mon garçon, tu parcourais toutes les provinces, bottes sur l'épaule et cognais à la ceinture en te nourrissant d'1 liard de pain et de 2 liards de poissons secs pour rapporter à chacune de tes tournées une centaine de roubles argent
dans ta bourse, sans compter les assignats que tu fourrais dans tes bottes et dont tu faisais peut-être une doublure à ton pantalon de grosse toile. Où diantre es-tu passé de vie à trépas? Aurais-tu peut-être, pour augmenter tes gains, entrepris la réparation d'un clocher? Et le pied te manquant, serais-tu venu t'écraser sur le sol, fournissant ainsi à quelques pères Mickey l'occasion de se gratter la nuque en murmurant « Et là, mon gars, qu'est-ce qu'il te prend ?» et de grimper aussitôt la corde au rein à ta place? Maxime Teliatnikov, savetier. Ah bah savetier. Saoule comme un savetier, dit le proverbe russe. Je te connais, mon brave. Et va, si tu veux, te raconter ton histoire en peu de mots. Apprenti chez un Allemand, qui vous nourrissez tous à la même écuelle, vous reprochez votre négligence à coups de tire-pied sur le dos et vous défendez de polissonner dans les rues. Tu travaillais à merveille et l'Allemand n'en finissait plus de chanter tes louanges à sa femme ou à son camarade. Ton apprentissage terminé, tu te dis « je m'en vais maintenant ouvrir ma boutique ». Mais au lieu de tirer, comme mon grigou d'allemand, le diable par la queue, je ferai vite fortune. Redevance payée à ton seigneur, tu te mis à l'œuvre et les commandes affluèrent. Tu achetas pour rien du mauvais cuir et réalisas sur chaque paire de bottes double bénéfice. Mais au bout de 15 jours, elles étaient toutes crevées et tes pratiques te traitèrent de la belle manière. Ta boutique désertée, tu noyas le chagrin dans la boisson. Vautré dans la rue, tu déblatérais, le monde est mal fait, les Russes ne peuvent plus gagner leur vie, il n'y en a que pour les Allemands. Mais quel est celui-ci? Moineau Elisabeth, une femme. Que vient-elle faire ici? Cette fripouille de Sobakevitch a pourtant trouvé moyen de me rouler. Tchitchikov avait raison. C'était bien une femme insérée dans la liste avec une astuce inouïe. Il fallut la rayer. Grigori va toujours et tu n'arriveras pas. Qui diantre as-tu bien pu être? Un roulier, sans doute, qui, après avoir fait emplette de 3 chevaux et d'une mauvaise patache, dit pour toujours adieu à son trou et s'en alla voiturer les marchands de foire en foire. As-tu rendu ton âme à Dieu sur la grande route? Tes amis se sont-ils défaits de toi pour l'amour de quelques grosses et rubicondes commères? Tes moufles de cuir, tes bêtes trapues, ont-elles tenté quelques coureurs de bois? Ou encore, rêvant dans ta soupente, n'as-tu pu résister au désir de te précipiter au cabaret, puis de là, tête baissée dans la rivière, ni vu ni connu? Drôles de gens que nos Russes. Ils n'aiment pas à mourir de leur belle mort. Et vous, mes beaux mignons, continua-t-il en reportant les yeux sur la feuille où étaient inscrits les cerfs fugitifs de Pliouchkine. Vous vivez encore, c'est vrai. Mais vous n'en valez pas mieux. Où vous entraîne maintenant votre course rapide? Meniez-vous vraiment chez Pliouchkine une si pénible existence? Ou vous êtes-vous laissé tenter par la vie errante? Et trouvez-vous plaisir à écumer les grands chemins? Croupissez-vous en prison ou êtes-vous donné à d'autres maîtres dont vous labourez les terres? Yérémeï l'entêté, Nikita le coureur, son fils Antoine le coureur. À leur surnom, on devine que ces deux-là s'entendent à jouer des jambes. Popov, domestique, celui-là sait sans doute lire et écrire. Il ne joue pas du couteau et commet ses vols les plus honnêtement du monde. Mais on t'a pincé sans passeport et tu subis bravement l'interrogatoire du capitaine Ispravnik. « À qui es-tu » demande celui-ci en ajoutant à ton adresse quelques mots bien sentis. « À tel et tel seigneur » réponds-tu hardiment. « Que fais-tu ici » reprend l'Ispravnik. « J'ai un congé de redevance » affirmes-tu sans sourciller. « Ton passeport » Je l'ai remis à l'artisan Pimenov, mon patron. Faites entrer Pimenov, c'est toi, Pimenov, c'est moi. Ce garçon prétend avoir remis son passeport, est-ce vrai? Jamais de la vie. Alors tu as menti. Demande l'Ispravnik en lançant un nouveau juron. Tout juste, avoue-tu crûment, je suis rentré trop tard et l'ai confié à Antip Prokhorov, le sonneur de cloche. Faites venir le sonneur. T'a-t-il remis son passeport? Pas du tout.
Mais alors tu as de nouveau menti, s'emporte le capitaine Ispravnik, en appuyant ses dires d'une bordée de gros mots. Voyons, où est ton passeport? J'en avais un. Crains-tu, mais après tout, je l'ai peut-être bien égaré en route. Et cette capote de soldat, reprend le capitaine Ispravnik, en te gratifiant à nouveau d'une flatteuse épithète, à cette cassette contenant les économies du curé, pourquoi les as-tu volées? Volées, déclares-tu sans broncher. Je n'ai jamais encore exercé ce métier-là. Pourtant, c'est chez toi qu'on a trouvé la capote. D'où provient-elle? J'en sais rien. Quelqu'un l'y aura apporté. Coquin, dit le capitaine Ispravnik, hochant la tête et les poings aux hanches. Les fers aux pieds et en prison. Soit comme il vous plaira, acquiesces-tu. Et tirant ta tabatière, tu offres une prise aux 2 invalides qui te rivent les fers et t'informent aimablement de la date de leur congé et des campagnes auxquelles ils ont pris part. Te voilà sous clé. La procédure suit son cours. De Tsarevokochaïski, on te transfère dans une autre ville, de là à Vessiogongsk ou ailleurs. Tu passes ainsi de prison en prison et dis en examinant ta nouvelle demeure, non, décidément, on se sentait plus à l'aise à Vessiogongsk. Et la société y était plus variée. Abakoum Firov, où peux-tu bien flâner, frère? Aurais-tu par hasard gagné la Volga? Te serais-tu laissé tenter par la libre vie des haleurs? Tchitchikov interrompit son monologue et se prit à rêver. Songeait-il au sort d'Abakoum Firov ou évoquait-il simplement la large vie sans frein, rêve favori des Russes de tout âge, de tout grade, de toute condition? Et de fait, où peut bien être Firov? Sans doute a-t-il loué ses services à des gens de négoce et arpente-t-il maintenant dans un joyeux vacarme, le port au blé. Fleurs et rubans au chapeau, les compagnons prennent un turbulent congé de leur femme ou maîtresse, belles gaillardes enrubannées, collier au cou, chant et danse s'entremêlent tandis qu'au moyen de leurs crochets, les débardeurs chargent sur leur dos. Avec force, cris et jurons, jusqu'à des 9 poux de pois ou de froment, qu'ils déversent bruyamment dans les profonds chalands. Des ballots d'avoine et de gruau jonchent le sol, les pyramides de sacs s'entassent comme des boulets à perte de vue. Formidable arsenal, destiné à disparaître au flanc profond des barges qui, dès la débâcle, descendront le fleuve à la queue leu-leu. Quand cette interminable caravane se mettra en marche, votre heure sera venue à l'heure. De franc cœur, comme naguère au plaisir, vous vous attellerez à la besogne, tirant le cordeau, aux accents d'une cantilène monotone et sans fin, comme toi, Russie. « Eh mais il est midi !» s'exclama enfin Tchitchikov, en regardant sa montre. « Et je suis encore ici à battre la campagne? Quel imbécile je fais !» Sur ces mots, il échangea son accoutrement écossais contre un vêtement à l'européenne. Il serra la taille, à n'en plus voir, se vaporisa à l'eau de Cologne, prit son portefeuille et sa casquette ouatée, et s'en fut, en hâte, au tribunal civil faire enregistrer ses actes. Ce n'est pas qu'il craignit d'arriver trop tard. Son ami le président, pouvant à son gré abréger ou prolonger les audiences, tel l'antique Zeus d'Homère, qui allongeait et écourtait les jours, pour permettre à ses héros favoris de gagner leur combat ou pour couper court à leur querelle. Mais il désirait en finir au plus tôt. Tant que les contrats n'auraient pas été passés, l'affaire lui paraissait incertaine. Les âmes n'étaient réelles qu'à moitié et en pareil cas, mieux vaut sauter le pas sans tarder. Il sortit en songeant à ces choses, mais sans oublier de jeter sur ses épaules une peau d'ours recouverte de drap cannelle. À peine avait-il le nez dehors qu'au premier coin de rue, il se heurta à un monsieur,
vêtu lui aussi d'une casquette à oreilles et d'une peau d'ours recouverte de drap cannelle. Le kidam poussa un cri et se jeta dans ses bras. C'était Manilov. Leur étreinte dura 5 bonnes minutes. L'embrassade fut si violente qu'ils souffrirent toute la journée des gencives. La joie provoqua chez Manilov une éclipse totale des yeux. Son visage ne fut plus que nez et lèvres. Durant un quart d'heure, il serra à la briser la main de Tchitchikov. Dans les termes les plus exquis, il raconta qu'il volait justement à la rencontre de Pavel Ivanovitch pour se jeter à son cou et termina son discours par un compliment qui n'eût pas été déplacé sur les lèvres d'un danseur invitant une jeune demoiselle. Tchitchikov ouvrait la bouche sans savoir sur quel ton le remercier, quand Manilov tira de dessous sa pelisse un rouleau de papier noué d'une faveur rose. « Qu'est-ce là, s'il vous plaît ?»« Les paysans. »« Ah !» Tchitchikov déplia le rouleau et, l'ayant parcouru du regard, admira la perfection de l'écriture. « Beau travail, dit-il. Inutile de recopier. Il y a même un encadrement. Qui donc l'a dessiné ? » « Ne me le demandez pas, dit Manilov. C'est vous ? Non, ma femme. Ah mon Dieu, je suis vraiment honteux de vous avoir causé autant de tracas. Pour Pavel Ivanovitch, on ne pourrait trop se mettre en peine. Tchitchikov s'inclina. En apprenant que Pavel Ivanovitch se rendait au tribunal pour faire enregistrer les contrats, Manilov s'offrit à l'accompagner. Les deux amis s'enfuirent bras dessus bras dessous. À la moindre marche, à la moindre inégalité de terrain, Manilov soulevait presque Tchitchikov, en déclarant avec un béat sourire qu'il ne souffrirait pas que Pavel Ivanovitch blessât ses petits pieds. Tchitchikov, fort gêné, car il se savait un peu lourd, se confondait en remerciements, en faisant assaut de bons offices. Ils arrivèrent enfin sur la place où s'élevait le tribunal, énorme bâtisse en pierre à 2 étages, dont la blancheur de craie devait sans doute symboliser la candeur des occupants. Ce bâtiment contrastait par ses dimensions avec les autres ornements de la place. Une guérite avec son factionnaire, 2 ou 3 stations de voitures. Enfin, de longues palissades agrémentées des habituels graffitis au charbon ou à la craie. Tel était l'emplacement désolé que l'on nomme chez nous une belle place. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.